La prochaine portion de la séance d'aujourd'hui va traiter de l'accès aux soins pour les groupes en quête d'équité. On en a parlé beaucoup, donc on va approfondir le sujet un petit peu. On va avoir avec nous 4 expertes, donc la docteure Isabelle Leblanc, qui est médecin de famille, Leslie Hill, qui est ex-commissaire de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. On a la docteure Geneviève Auclair, qui est médecin au Nunavik, et Marie-Claire Rouffagari de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Et nous allons donc avoir ça sous forme de panel sur l'accès aux soins pour les groupes en quête d'équité. On va d'abord commencer avec la docteure Isabelle Leblanc, qui est médecin de famille, travaillant en soins de première ligne et qui s'est dirigée vers la médecine après une formation en anthropologie et en littérature. Elle a fait des études médicales à l'Université d'Ottawa et sa résidence à McGill. Elle est professeure adjointe au département de médecine familiale de l'Université McGill, a enseigné la bioéthique, la communication interprofessionnelle, les enjeux sociaux de la santé tant aux étudiants qu'aux résidents en médecine familiale. Elle pratique et enseigne dans Côte-des-Neiges à Montréal et milite au sein de l'organisation Médecins québécois pour le régime public depuis 2011. Docteur Leblanc, j'aimerais d'abord que vous nous présentiez en introduction à sa panel quelques notions à comprendre lorsqu'on parle d'équité et pourquoi l'équité est importante. Votre micro est éteint. Tout à fait, et j'ai 5 minutes pour faire ça, donc je mets mon diaporama et je commence. Donc, c'est surtout les invités après moi qui vont parler d'exemples. Moi, je veux juste vous parler de quelques concepts rapides sur l'équité en santé, ce que c'est, puis pourquoi c'est important. De quoi on parle quand on parle d'équité en santé? On parle de s'assurer... pardon. Excusez-moi, petit problème technique. Voilà. On parle de s'assurer que tout le monde parte un peu sur le même point de départ pour avoir des soins de santé. Il est estimé que pour une personne en particulier, il y a seulement 50 à 60% de sa santé qui est déterminée par ses facteurs biologiques, donc comment ils sont, où ils sont, quel code génétique ils ont, comment ils grandissent, c'est quoi leur prédisposition à certaines maladies. Sinon, c'est 40 à 50% de leur santé qui est déterminée par des facteurs non biologiques, des facteurs qui sont en général modifiables et pas les mêmes pour tout le monde. On appelle ces facteurs-là des déterminants sociaux de la santé. Je ne vais pas tout vous les lire, mais vous pouvez regarder devant vous. Et quand on parle d'équité, d'accès, je sais que s'il y en a parmi vous qui ont des difficultés de littératie ou qui ont de la difficulté à voir, vous n'aurez peut-être pas la même expérience que les autres personnes qui m'écoutent parler en ce moment, mais ça, c'est une des notions auxquelles on doit penser quand on parle d'équité. Est-ce que tout le monde part sur le même point de départ? Est-ce que tout le monde peut avoir la même expérience d'apprentissage ou de soins de santé? Donc, voici plusieurs déterminants sociaux de la santé. Et ces déterminants-là, ils ont un impact direct sur nos patients. Moi, je travaille dans Côte-des-Neiges. Je vois des gens qui ont vraiment pas les mêmes niveaux d'éducation, d'alphabétisation, des gens qui sont victimes de racisme, qui ont été victimes de colonialisme, et ça impacte leur santé à tous les jours. Le concept d'équité comme tel vient des gens qui faisaient de la santé mondiale, avant d'appeler ça de la santé internationale, donc quand les gens allaient à l'étranger pour donner des soins de santé, et de la santé publique. Donc, les gens qui regardent plutôt la santé des populations, un peu moins la santé des individus. C'est un prisme à travers duquel on devrait analyser toutes les décisions de système de soins et décisions cliniques. J'écoutais le Dr Breton parler. Le système est bâti comme il est bâti. Il y a beaucoup de points aveugles, de tâches aveugles. L'équité, c'est une des tâches aveugles dans le système de santé au Québec en ce moment. Vous avez peut-être déjà vu cette image, la différence entre l'égalité. Tout le monde a accès aux mêmes choses tout le temps en même temps, mais si les gens ont besoin de plus, ça ne fonctionne pas pour eux. Et l'équité. L'équité, c'est essayer de mettre tout le monde sur le même point de départ pour avoir accès à des soins. Tous devraient pouvoir aspirer à un état de santé optimal, puis ne devraient pas avoir des embûches liées à la pauvreté, à l'ethnicité, à la religion, au sexe, l'identité de genre, l'âge, la classe sociale, tout ça. Tout le monde devrait pouvoir aspirer à être aussi en santé qu'il mérite. C'est un élément clé des soins de santé. Puis ça ne veut pas dire, comme je vous disais, qu'il faut fournir les mêmes soins à tout le monde. Quand on parle des systèmes de santé, ils sont bâtis en général pour une majorité de la population. Quand on parle d'une approche d'équité, ça veut dire de s'assurer de répondre aux besoins, aux valeurs et aux ressources d'usagers particuliers, pas juste de la majorité des gens.
C'est souvent une tâche aveugle. On parlait tout à l'heure des technologies de l'information, prendre des rendez-vous en ligne, tout ça, super important, mais les gens qui ont soit pas accès économique à Internet, à un téléphone cellulaire, tout ça, les gens qui sont sans domicile, par exemple, ou des gens qui ont juste pas les sous pour payer leurs factures à la fin du mois, si tout se fait en ligne, ben, ils n'auront pas nécessairement accès. Il y a plusieurs barrières à l'équité. Certaines sont systémiques, certaines sont légales, certaines sont une perte de perspective pour les gens, des gens qui vivent dans les marges, des gens qu'on appelle en situation de vulnérabilité. Les gens ne sont pas intrinsèquement vulnérables, mais la société, l'endroit où ils grandissent, leurs expériences de vie font qu'ils se retrouvent en vulnérabilité, en situation de vulnérabilité. Une grande barrière à l'équité, c'est que ça ne donne pas de résultats immédiats. Donc, quand on est un politicien et qu'on veut promettre que le système de santé va aller mieux demain matin, travailler sur l'équité ou les déterminants sociaux de la santé, il n'y aura pas des résultats avant les prochaines élections. Il y a 3 caractéristiques de l'iniquité, donc le contraire de l'équité en santé. La première caractéristique, c'est que c'est systémique et systématique. Les différences de santé ne sont pas aléatoires, mais sont créées par un système inégalitaire. Les gens plus pauvres ont plus de diabète de type 2, les gens plus pauvres ont moins accès à l'immunisation. Si on regarde l'espérance de vie au Québec en 2013, Hochelaga-Maisonneuve, quartier plus pauvre, 74 ans, Westmount, quartier plus riche, 84 ans, et au Nunavik, dont ma collègue Dr. Auclair va parler tout à l'heure, 66 ans. Ça, là, ce n'est pas des gens qui ont des différences biologiques les unes des autres qui font que certaines sont plus malades que d'autres. C'est vraiment à cause des déterminants sociaux de la santé et d'inégalités systémiques. Les 2 autres aspects des iniquités, c'est qu'elles sont injustes. C'est pas juste qu'il y a des gens qui partent pas sur la même ligne de départ que tous les autres pour être en bonne santé, et elles sont évitables. Donc, c'est pas, comme je vous disais tout à l'heure, et c'est le point le plus important, ça vient pas de différences biologiques naturelles, ça résulte de la façon dont les sociétés répartissent les ressources et les possibilités. Puis c'est évitable au moyen de mesures collectives qu'on peut faire ensemble, comme individus, comme groupe communautaire, comme organisme, comme collectivité, puis comme citoyen, en fait, demandant à notre gouvernement d'en prendre soin. Et donc, idéalement, si on met la fin, on met la fin à l'équité, on voit qu'il y a l'égalité, il y a l'équité. Si on met la fin aux inégalités, pardon, on voit qu'il y a l'égalité, l'équité, et qu'on pourrait espérer avoir un système où il y a de l'inclusion, donc où il y a beaucoup moins de barrières. Voilà, 5 minutes et 2, j'ai fini. C'était excellent. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Est-ce que vous restez avec nous pour la période de questions par la suite? Super. Alors, je vais passer maintenant à la présentation des 3 conférencières qui vont faire le panel qui suit. Tout d'abord, Leslie Hill, qui est titulaire d'un baccalauréat en travail social de l'Université McGill et d'une maîtrise en gestion et développement des organisations de l'Université Laval. Son expérience professionnelle l'a amenée à œuvrer auprès de diverses populations, dont les enfants, leurs familles, les personnes aînées, les utilisateurs de services en santé mentale et en dépendance. Elle a occupé différentes fonctions de gestion au sein du réseau de la santé et des services sociaux dans les régions de la Mauricie, en Montérégie, à Montréal. Et elle est retraitée depuis 2022. Maintenant, Mme Hill s'investit dans plusieurs causes sociales, dont celles visant le bien-être des enfants, des familles et des personnes en contexte de vulnérabilité. Elle croit en la prévention et l'importance d'agir sur les inégalités sociales et de santé tout en misant sur la participation des personnes requérant des soins et services. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui Marie-Claire Oufagari, qui cumule plus de 27 ans d'expérience sur les questions d'immigration et de relations interculturelles. Elle œuvre à titre de coordonnatrice du volet formation de la table de concertation des organismes au sein des personnes réfugiées et immigrantes depuis 1995. Comme chargée de cours à l'UQAM en travail social, elle a enseigné pendant 3 ans le cours Modèle d'intervention et relations interethniques. Elle est également membre du comité sur la diversité ethnoculturelle du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Enfin, nous avons aussi avec nous la docteure Geneviève Auclair, qui est médecin de famille au Centre de santé Inulitivik au Nunavik depuis 2007. Son parcours professionnel l'a aussi mené en gestion, santé publique et enseignement. Elle est passionnée par son milieu de travail unique et elle donne régulièrement des conférences sur des thèmes tels que la médecine en milieu nordique et la sécurisation culturelle auprès des populations autochtones. En tant que chef du département régional de médecine générale du Nunavik, elle milite pour que les particularités médicales du territoire soient mieux reconnues. Alors, merci, mesdames, d'être parmi nous.
On est vraiment privilégié de pouvoir bénéficier de votre expertise si diversifiée. Et pour les 20 prochaines minutes, j'ai 2 questions, en fait, à vous poser. Vous allez avoir 3-4 minutes chacune pour répondre aux questions, peut-être plus 3 que 4. Donc, ma première question serait, selon vous, qui est mal desservi dans notre système de soins actuellement? Et si vous avez des témoignages ou des exemples sur les défis d'accès aux soins de certains groupes de la population, on aimerait que vous nous les partagiez. Je commencerai avec vous, Madame Boufagari. Alors, merci beaucoup pour l'invitation et aussi, je viens d'entendre, c'était très, très intéressant ce qui a été dit. Alors, moi, je vais vous parler des personnes réfugiées, immigrantes ou sans statut. Parce qu'en fait, c'est une population qui arrive parce qu'en fait, notre société a des politiques d'immigration et va en chercher. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la pénurie de la main-d'œuvre, il y a toute une stratégie pour en amener beaucoup en région. Alors, les personnes qui arrivent, un des défis qui va être un enjeu majeur, c'est que ces personnes arrivent avec des statuts divers, avec des trajectoires diversifiées, avec des vécus diversifiés. Donc, ça veut dire qu'en termes de repères par rapport à notre société, ça va être un enjeu. Quelle préparation pour eux et quelle préparation pour ceux qui vont les rencontrer? Je dirais qu'en fait, déjà en partant, on va avoir ceux qui sont arrivés de façon permanente, ceux qui arrivent avec des statuts, un statut relié au fait qu'ils ont vécu la violence organisée. Donc là-dedans, on va avoir des demandeurs d'asile, des réfugiés pris en charge par l'État et des réfugiés pris en charge par le privé. Et de plus en plus, nous avons aussi une immigration temporaire. Et je vous dirais que par rapport aux travailleurs qu'on a maintenant dans plusieurs régions du Québec, ont des statuts temporaires. Et ça, c'est important de voir qu'en fait, quand on arrive au Québec, en ayant un statut permanent ou en ayant un statut temporaire ou en étant en attente des statuts, d'emblée, ça va être inégal. Ça veut dire que déjà d'emblée, ce n'est pas tous les nouveaux arrivants qui ont accès à toutes les ressources et ce n'est pas tous qui ont accès à tous les droits. Alors, je dirais que rapidement, une des avocates l'a très bien dit, nous sommes une société de droit, mais il faut de plus en plus se battre pour ces droits-là. Alors, ça veut dire qu'avoir accès aux ressources et avoir accès aux droits est un enjeu de taille pour tous ces nouveaux arrivants. Je vais vous donner un exemple récent. Une jeune femme réfugiée qui est arrivée depuis quelques années, mais tout à l'heure, on parlait de santé mentale. Et d'emblée, pour pouvoir avoir accès à des soins, ça a été la croix et la bannière, alors qu'elle était dans une situation vraiment quelque part avec des idées suicidaires. Et il a fallu, et c'est pour ça que je trouvais intéressant la question d'amener nos soins vers la population, les populations les plus vulnérables. Il y a un enjeu d'aller vers eux. Parce que tout à l'heure, j'entendais que parmi cette population, ils ne consultent pas. Mais je poserai la question à l'inverse. Est-ce que les conditions pour pouvoir consulter sont là? Est-ce que les conditions pour pouvoir participer sont là? On a de plus en plus des professionnels. J'ai le plaisir, en fait, de rencontrer plusieurs professionnels à travers le Québec, du milieu de la santé, du milieu de l'éducation et de l'emploi. Et là, je dirais, je pense tout à l'heure à la question systémique et structurelle, c'est que même s'il y a de l'immigration depuis des années, toutes nos ressources fonctionnent comme s'il n'y en a pas eu. Donc, ça veut dire que les défis ne seront pas uniquement des défis pour ces nouveaux arrivants, mais c'est aussi des défis pour nos professionnels. C'est-à-dire comment, comme professionnel, je prends en compte toutes ces nouvelles réalités, que ce soit en termes de statut, de vécu ou de trajectoire. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que nos interventions, nos diagnostics, donc les diagnostics des médecins, vont avoir des paramètres manquants. Et quand il y a des paramètres manquants, vous pouvez imaginer que le plan d'intervention aussi va être un enjeu. Je vous dirais qu'en fait, les défis de ces personnes se reflètent dans les défis des professionnels. On pourra y revenir au niveau des adaptations parce qu'il y a des exemples intéressants, mais qui gagneraient à être documentés et partagés.
C'est vraiment toute une question de contexte, hein, c'est ça. Absolument, de contexte, de vécu, des trajectoires et d'adaptation des pratiques. Je pourrais dire qu'en fait, tous les milieux qui n'adaptent pas, malheureusement, excluent. Et là, on a vu, si les natifs ont des défis, imaginez ceux qui arrivent, qui n'ont pas été socialisés ici, comment ils peuvent se départager avec tout ce qu'on a entendu. Je vous donne un exemple, par exemple, dans les plus Peut-être qu'on va vulnérables. y revenir, je m'excuse de vous interrompre, c'est juste pour que tout le monde ait le temps de participer. Bien je suis sûr, vraiment bien désolée. sûr. Non, bien sûr. De votre côté, Dr. Auclair, auprès des populations nordiques, autochtones, comment ça se passe? Oui, bien, tout d'abord, je veux commencer avec 2 mises au point. Si on peut mettre ma première diapo, s'il vous plaît. Bien, premièrement, je suis tout à fait consciente que je parle en tant que soignante allochtone auprès de populations autochtones. Je ne prétends en aucun cas parler au nom d'eux, mais plutôt aux côtés des patients que j'ai croisés sur mon chemin. Ça, c'est juste un exemple de la diversité culturelle. Sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec, il y a 11 nations autochtones reconnues qui ont tout leur background culturel et c'est 55 communautés. Fait qu'il y a probablement 55 réalités au minimum parce que ceux qui vivent hors communauté, c'est une toute autre réalité et dynamique. Deuxième diapo. Je travaille au Nunavik, à ne pas confondre avec le Nunavut, qui est un territoire plus au nord encore, et à ne pas confondre avec le nord du Québec, qui est au sud du Nunavik, où se trouve Chibougamau. Le Nunavik, c'est la grosseur de l'Espagne, mais c'est 14 villages non reliés par la route, ni entre eux, ni avec le reste du monde, ni par un train. On peut exclusivement y accéder par avion. On peut montrer la prochaine diapo. Et puis, ça, c'est juste pour vous montrer de quoi ça a l'air un MEDEVAC. Donc, n'importe qui au Nunavik qui consulte pour quelque chose, qui a besoin d'un examen de laboratoire urgent, donc on vient pour une douleur thoracique, le docteur pense que c'est le cœur, mais il faut partir dans un avion comme ça pour se rendre à l'hôpital le plus proche, en moyenne 200 km de sa maison. Ça, c'est s'il fait beau, s'il y a des pilotes, s'il y a assez de staff pour venir le chercher tout de suite. Juste pour avoir le résultat d'une prise de sang, une troponine qu'on appelle. Puis c'est quelque chose de commun, quelqu'un qui se présente pour une douleur thoracique. Même chose, on est le territoire où il y a le plus de tuberculose au pays, avec 300 fois la moyenne des canadiennes en termes de taux d'incidence de tuberculose. Bien, il n'y a pas d'appareil de radiologie dans la plupart des communautés. Fait que si on suspecte une tuberculose, encore là, ça prend une radiographie pulmonaire. On est potentiellement contagieux, il faut partir dans un avion comme ça, avec tous les stigmas qui viennent avec, là, parce qu'on ne part pas dans cet avion-là comme ça, quand on le désire. Fait qu'il y a des barrières géographiques aux soins. C'est bon, on peut couper les diapos. C'était juste pour vous donner une idée de l'ambiance à bord d'un MEDEVAC. Avion non pressurisé, bruyant, ça brasse quand il vente, là. Je vous épargne tout le côté émotif qui vient avec ça. Donc, des barrières géographiques, on n'a pas du tout sur le territoire de CT scan, de lits de soins intensifs. Hein, on repense à la COVID où on comptait nos lits de soins intensifs puis nos ventilateurs, ben, on en avait qu'il n'y en a pas. Fait que quand nos patients ont besoin d'aller aux soins intensifs, on les envoie à Montréal. Pourquoi on ne les envoie pas plus proches? Ben, parce qu'à Val-d'Or puis à Chibougamau, pour dire quelque chose, ben, il n'y a pas tous les services. Fait qu'il faudrait de toute façon écarteler nos interprètes puis nos infirmières de liaison. Fait qu'aussi bien centraliser tout le monde à Montréal, pour le meilleur et pour le pire. Il y a des barrières de langue aussi. Je vous l'ai montré avec ma diapo des 11 nations autochtones. Évidemment, mon expérience elle est plus enracinée avec le Nunavik. Au Nunavik, les soignants sont surtout francophones. Fait que la langue où on se rencontre avec les patients, c'est la deuxième langue de la plupart des soignants. C'est la deuxième langue de la plupart des patients. Puis, il y a certains patients au Nunavik qui parlent français. Dans ce cas-ci, c'est leur troisième langue. Fait qu'imaginez-vous consulter pour tous vos soins de santé dans votre deuxième ou votre troisième langue tout le temps. C'est sûr qu'il manque plein de petites subtilités. Puis comme soignant aussi, des fois, il nous manque des outils pour bien communiquer efficacement dans la deuxième langue. La commission Vient, qui, on se rappelle, étudiait les liens entre les organismes publics et les communautés autochtones, avait mentionné que les interprètes autochtones n'avaient pas accès à l'ordre des professionnels, des interprètes et traducteurs. Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis ces recommandations-là.
Donc, si on regarde la Banque des interprètes provinciales, il y a, je pense, une seule nation autochtone qui est représentée. Il y a beaucoup de nations autochtones qui sont étiquetées à tort comme des anglophones parce que c'est souvent leur deuxième langue après leur langue traditionnelle. J'ai parlé de la langue, mais il y a plus que ça. Il y a tous les enjeux de discrimination, ne pas être accueilli dans sa culture, avoir une infirmière, un docteur, ça ne veut pas dire qu'on a accès aux services, qu'on se sent bien accueilli. C'est des concepts totalement différents. Si vous avez vu les malheureuses vidéos sur Joyce et Chacuan, je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'on peut être dans les murs de l'hôpital puis être très mal accueilli. Au Nunavik, comme les soignants ne viennent souvent pas du territoire, il y a des enjeux de continuité. Il y a un roulement personnel effarant. On parle en moyenne des infirmières qui roulent aux 18 mois, les médecins aux 4-5 ans. Fait qu'avoir le même médecin, je comprends, il y a des gens qui n'ont pas de médecin, là, mais quand on a un médecin, l'avoir pendant 20, 30 ans, 15 ans, on oublie ça, ça arrive à peu près pas. Puis il y a des enjeux de technologie. On n'a aucun dossier électronique au Nunavik. L'Internet haute vitesse, oui, est arrivé en théorie, mais pas dans les cliniques. On n'a pas de point of care, des tests de laboratoire sur place si on n'est pas à l'hôpital. Donc, il y a beaucoup de barrières qui font que la population que je soigne dans les territoires isolés, puis particulièrement d'origine autochtone, ont énormément de barrières. Là, je ne me suis même pas embarquée dans tout le background colonialiste historique parce que ça, on pourrait en parler pendant 400 ans. On parle de barrières, merci beaucoup, Dr. Auclair, de barrières tant pour les patients que pour les professionnels, aussi les praticiens, un peu comme Mme Rufagari disait tout à l'heure. C'est une réalité complètement différente de celle sur l'île de Montréal, par exemple. Oui. Madame Hill, je passerai à vous en troisième de votre côté. Quelles sont, selon vous, les populations qui sont mal desservies? Si vous avez des témoignages, des exemples de votre côté aussi. Et merci de l'invitation and greetings to all the English-speaking participants as well. Donc, moi, je vais peut-être vraiment insister sur la dimension sociale de la santé. Le docteur Leblanc parlait tantôt de déterminants de la santé. On doit penser à ces populations en contexte ou en situation de vulnérabilité, puis on peut peut-être nommer certains facteurs comme la pauvreté, l'isolement social, les problèmes sociaux. On entend parler de plus en plus de violences conjugales, intrafamiliales, des gens avec des problèmes de dépendance, d'itinérance, de santé mentale, des gens vivant avec des handicaps, des limitations fonctionnelles, des nouveaux arrivants. Puis on pourrait aller très loin sur cette liste-là parce qu'il y a beaucoup de groupes dans la population qui n'ont pas les chances égales d'accéder à des services de santé et services sociaux. Puis j'insiste sur cette dimension sociale parce que il y a des gens qui vivent des barrières compte tenu du trauma qu'ils ont vécu dans leur vie et qui vivent énormément de stigmas dans la société aussi. Des choses comme, on sait que cette personne-là ne veut pas s'organiser, elle ne se présente pas pour ses rendez-vous. Mais je peux vous dire tout de suite, en écoutant le docteur Breton tantôt, que même si le guichet marchait parfaitement partout au Québec, qu'il y avait assez de médecins de famille pour tout le monde, ce n'est pas des gens qui viendraient d'emblée vers les services, même si c'est les gens qui ont probablement le plus besoin et le plus de problèmes, juste parce qu'ils sont méfiants, ils ont vécu des mauvaises expériences, les services ne sont pas adaptés à eux et ils ont honte parfois de consulter les services. Donc, il faut tenir compte de ces éléments-là pour essayer d'enlever les barrières sociales, les barrières même individuelles que les gens s'imposent à cause de tous ces traumas qu'ils ont vécus. Et évidemment, quand on réfléchit à un système de santé, bien, comment on va enlever les barrières systémiques aussi? Il y en a beaucoup. Dr. Auclair a parlé juste de la barrière géographique, la barrière de la langue. Je peux vous dire même que les gens qui ne sont pas en situation de vulnérabilité, si on est d'expression anglaise, puis on sort de la couronne du Grand Montréal, mais le plus en plus qu'on est loin dans la province, le plus difficile c'est d'accéder à des services, même dans sa langue anglaise. Imaginez les gens qui parlent une autre langue, qui ont besoin de recourir
à des interprètes, par exemple, pour réduire ces barrières-là. Donc, c'est très important qu'on soit conscient de tout ça quand on essaie de mettre en place des services ou des modèles qui fonctionnent. On va en discuter tantôt, je pense, de modèles, mais je peux peut-être vous donner un teaser tout de suite puis vous dire qu'il faut se déplacer puis aller vers le monde parce que ces gens-là ne viendront pas vers nous. Ils ont peur de nos services et c'est souvent dans la communauté que ça se passe. Donc là, on doit ouvrir la porte à des modèles un peu différents pour aller à la rencontre de ces personnes-là avec peut-être des paradigmes un peu différents. Et je vais parler du reste tantôt. Merci beaucoup. D'aller vers les gens, c'est vraiment un concept qui est revenu dans vos 3 interventions. C'est intéressant peut-être à noter pour la suite. Est-ce que dans vos contextes de travail, vous avez rencontré des exemples de solutions ou des interventions qui ont fonctionné ou qui auraient peut-être un potentiel de fonctionner selon vous pour mieux rejoindre justement ou donner accès aux soins dont ils ont besoin à ces populations-là? On va repasser dans le même ordre. Madame Pourfagari, peut-être vous en premier. En fait, ce qui est intéressant, c'est lorsque les personnes concernées sont écoutées et qui les écoutent, ce sont les praticiens. Rapidement, ils notent les défis qu'il y a. Et dans les exemples, quand je suis arrivée en 1994 au Québec, j'ai eu l'occasion d'être impliquée dans un réseau d'intervention auprès des personnes ayant vécu la violence organisée et qui a été mis sur pied par plusieurs professionnels, que ce soit médecins, que ce soit psychiatres, travailleurs sociaux, avocats et intervenants dans le communautaire. Ils se sont posé une question très pertinente pour nous tous. Est-ce que nos interventions peuvent faire du tort? Parce que tous veulent aider, mais ils se rendaient compte que chacun dans son coin, en fait, le fait de ne pas avoir accès à la réalité de la personne et au lien de confiance et à la communication, comme le disait le docteur Auclair, parce que ce n'est pas juste une question, il y a une question de langue, mais il y a une question de communication et d'interaction. Et rapidement, ils se sont rendus compte qu'il faut qu'ils se regroupent dans un réseau pour la multidisciplinarité et la complémentarité. Et la même chose s'est passée dans un milieu, je dirais, Saint-Hyacinthe. Je pourrais vous envoyer, on a documenté ça, mais ce qui est intéressant, c'est que ces initiatives sont peu pérennes parce que peu financées et peu reconnues. Alors là, nous avons, c'est un territoire qui reçoit les réfugiés pris en charge par l'État, donc qui ont tous les droits en fait. Mais dans une population, on a les moins scolarisés, donc c'est des défis pour tous les milieux, que ce soit communautaire, institutionnel et scolaire. Et là, il y a eu de la formation en multidisciplinarité. Souvent, on parle des silos, mais comment on casse les silos? Il faut que les personnes puissent réfléchir ensemble pour pouvoir agir ensemble. Alors, tout le monde s'est rendu compte que cette nouvelle réalité, et ça, c'est pour ça que c'est important de voir comment ces nouvelles réalités sont prises en compte dans nos pratiques, dans nos équipes, dans nos politiques et dans nos programmes. C'est ça qui s'est passé. C'est qu'ils se sont tous retrouvés, se sont rendus compte qu'en fait, sans le vouloir, tout le monde, le fait de ne pas avoir la possibilité de mieux interagir avec cette population, et en fait, et chacun dans son coin et dans son mandat était en échec. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, le lien de confiance qui est installé permet d'avoir des interventions en continuité. Tout à l'heure, j'entendais la question de la continuité. Nos interventions qui sont en silo, en fait, réintroduisent des ruptures là où il y en a trop. Et les personnes immigrantes, réfugiées, nous ont posé à un moment donné, je pense à une situation en particulier, une dame qui a été vue par plusieurs milieux, plusieurs intervenants, mais qui ne sont pas en lien entre eux. Elle a demandé à combien de personnes je vais raconter mon histoire avant d'être aidée. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, en fait, elle était écoutée, mais pas comprise. Et ça veut dire aussi que le temps pour pouvoir prendre en compte ces nouvelles réalités doit être donné aux professionnels, les conditions pour le faire. C'est-à-dire que quand le lien de départ n'est pas établi, tout le reste devient patché. Et dans le système actuel, je pense que c'est un défi pour la population en général, mais pour cette population encore plus.
Toute la question, donc, de vraiment remettre le patient au centre Absolument, de absolument. l'intervention, peu importe le contexte. Puis Exact. cette question de travail d'équipe aussi revient beaucoup. Exact. Et travaille aussi avec le milieu communautaire. Mhm. Parce qu'on le voit, ces personnes qui ne vont pas vers les institutions sont quand même au Québec, on a un réseau de 160 organismes qui travaillent auprès des nouveaux arrivants à travers le Québec, Montréal et ailleurs aussi. Donc, ça veut dire que c'est des personnes avec lesquelles c'est très important de pouvoir collaborer. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Et à Saint-Hyacinthe, l'initiative a été portée par le milieu communautaire et un organisme communautaire, un organisateur communautaire du CLSC qui a départagé. Le fruit d'une belle collaboration. Et tout Merci à l'heure, beaucoup. le docteur qui en a parlé, je pense, pourquoi on ne reviendrait pas au modèle de CLSC? Oui. Pourquoi on ne reviendrait pas vers la proximité, vers la population? Docteur Breton nous parlait de ça un peu plus tôt, c'est vrai. Merci beaucoup, Madame Roufagari. Docteur Auclair, de votre côté, est-ce qu'il y a des exemples dont vous avez été témoin, des solutions qui pourraient fonctionner? Oui, bien, il y en a à plusieurs niveaux. Je demanderais, s'il vous plaît, mes diapos. Docteur Leblanc a parlé des déterminants de la santé. Donc, il faut comprendre, j'ai parlé de la diversité culturelle des différentes nations. Vous avez sûrement déjà une idée vague de ce que l'air la roue de la médecine. Là. Moi, je vais vous parler d'exemples différents. Ça, c'est la conception de la santé selon la nation inuit, plus spécifiquement du Nunavik. Le lien avec le territoire est omniprésent. Ça, ce n'est pas unique à la nation inuit. Tout l'aspect relationnel entre les humains, entre la famille, entre la communauté sont très importants pour rester en santé. Fait que le point que je veux amener avec ça, c'est que la santé dépasse les murs de la clinique. Les organismes communautaires, on l'a mentionné, mais le territoire est ultra important pour la nation inuit, mais je sais que c'est important pour d'autres nations autochtones. On peut passer à la suivante. Ça, c'est un autre diagramme qui parle des déterminants de la santé, mais pour les nations autochtones at large. Donc, j'en ai pas parlé du tout là, mais au Canada, dans la Constitution, on reconnaît 3 groupes. Les Premières Nations qui regroupent, dans le fond, les 10 autres nations autochtones que les Inuits sur ce qu'on appelle aujourd'hui Québec. Les Métis, on lit avec Métis, là, mais de la manière qu'on le prononce, c'est Métis, qui est une nation reconnue plus dans l'ouest du Canada. Puis les Inuits qui sont un autre groupe. Donc, cet algorithme-là représenterait un petit peu plus tout le monde. La colonisation est très importante et probablement la chose qui a le plus de conséquences sur tout le reste, sur les infrastructures dans les communautés, puis sur tous les déterminants plus proximaux de la personne, que ce soit l'emploi, le revenu, le logement, l'insécurité alimentaire. On peut fermer les diapos. Fait que juste de garder que la vision de la santé, elle est différente par nation. Je pense que déjà ça va aider beaucoup, que ça ne passe pas juste par la clinique, que ce n'est certainement pas un one size fits all, que ça va toujours coûter plus cher en région. Hein, on se rappelle, il faut prendre l'avion. Puis l'avion pour aller à Salouit, une des communautés le plus au nord, $600. Fait que juste pour vous donner une idée là, des coûts, c'est sûr que ça va toujours coûter plus cher. Favoriser l'autodétermination des peuples autochtones. Il y a des nations qui sont conventionnées pour gouverner eux-mêmes les soins de santé. Le Nunavik en fait partie, mais comme en a parlé Dr Leblanc, c'est quand même la région avec l'espérance de vie la plus courte. Fait que conventionner n'est pas la seule clé du succès. Il faut que le reste des structures à l'extérieur du Nunavik suivent un peu. Il faut adresser les barrières dans d'autres domaines que la santé, comme en éducation, pour augmenter le taux d'admission des étudiants autochtones dans tous les programmes de la santé, services sociaux, infirmières, pharmaciens et compagnie. Augmenter la diversité du personnel embauché, reconnaître et rémunérer adéquatement les employés du réseau. J'ai parlé tantôt de l'impossibilité pour les interprètes d'accéder à l'ordre des interprètes. Bien, c'est une barrière salariale. Si on n'est pas payé comme un interprète, ben, c'est ça. Ça fait qu'on perd probablement des gens qui sont très importants pour le réseau de toute sans cette reconnaissance-là qu'ils méritent. L'exemple le plus beau qu'on a, c'est le programme de formation des sages-femmes au Nunavik. Donc, depuis les années 80, donc la profession de sage-femme n'était même pas reconnue au Québec. Les hôpitaux au Nord ont décidé, eux autres, qui embarquaient des sages-femmes à l'intérieur des murs de l'hôpital, formées par des sages-femmes qui sont allées recruter à l'étranger puis à l'extérieur du Québec, parce que ce n'était pas reconnu au Québec. Bien, ça fait qu'aujourd'hui, on a une quinzaine de sages-femmes inuites formées
qui sont capables d'accueillir les femmes enceintes pendant toute leur grossesse, leur accouchement. C'est probablement le plus bel exemple de sécurité culturelle qu'on a dans notre système. Il faudrait que ça fasse des outils avec les autres professions. On en a parlé un petit peu, mais interdisciplinarité. Je ne l'ai pas dit, ou peut-être très brièvement, mais on n'a pas des médecins de famille dans toutes les 14 communautés. Comme on est fly-in, fly-out, on se débrouille avec des infirmières en rôle élargi qui sont extraordinaires, ceci étant dit. Mais ces temps-ci, on a de la difficulté par manque de personnel partout, mais c'est un extraordinaire modèle qui pourrait faire des petits ailleurs. Nos TS sont en rôle élargi, nos docteurs sont en rôle élargi. Je vais devoir vous interrompre. Je suis désolée, juste parce qu'il nous reste quelques minutes seulement, puis je veux laisser le temps à Mme Hill de parler. Peut-être un petit mot de conclusion. Oui. Juste pour terminer, ensuite, au niveau individuel, reconnaître nos biais, puis faire une autoréflexion constamment sur nos relations avec toutes les communautés qu'on dessert comme soignants. Vraiment une reconnaissance de l'écosystème entier là, des soins. Merci beaucoup. Madame Hill, c'est à vous. Est-ce qu'il y a des exemples particuliers qui vous viennent en tête aussi qui pourraient être utiles? En fait, les modèles qui fonctionnent, c'est ceux qui tiennent compte des conditions de vie des gens et qui s'adaptent à leur réalité. Donc, quand on demande aux participants de différentes initiatives, qu'est-ce qui les a aidés le plus? Bien, c'est toujours la relation qu'ils ont réussi à forger avec quelqu'un qui a pris le temps d'écouter son histoire. Et ça ouvre la porte à « mais je connais quelqu'un qui peut peut-être t'aider avec telle chose ou tel aspect de ta vie ». Puis c'est comme ça en équipe qu'on arrive à aider des personnes qui ont vraiment vécu beaucoup de marginalisation et qui ont peur de venir vers les services. Donc, on parle de continuité relationnelle depuis tantôt, mais moi, je parle même en amont de ça. Il faut être capable de créer une relation avec quelqu'un, puis se sentir écouté à part entière quand on a toujours senti qu'on était marginal par rapport à la société. Et bien sûr, l'accueil. Quand on pose cette question aux gens, c'est l'accueil. Donc, là, on n'est pas nécessairement dans l'acte professionnel, on est dans le premier contact qu'on peut avoir avec un système et comment on se sent, c'est quoi notre expérience là-dedans. Et c'est ça qui va ouvrir la porte. Donc, là, je vais parler en rafale de quelques modèles. Le premier modèle, c'est drôle, j'ai eu une présentation hier, c'est de toute beauté, tapage. Donc là, c'est le travail alternatif payé à la journée, tapage. Donc là, les gens vont dire, mais qu'est-ce que ça a à faire avec la santé? La finalité de tapage, c'est la santé globale de jeunes itinérants. Et c'est parti parce qu'il y avait trop de squeegee sur les coins de Montréal, puis ils se mettaient en insécurité, puis la Ville de Montréal a regardé avec le communautaire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, là? Ça n'a pas de bon sens. Puis on commençait à mettre en place des programmes où des jeunes qui sont vraiment en marge des systèmes publics peuvent venir travailler, recevoir une petite somme d'argent à la journée, puis contribuer à la société, soit en dégageant la neige de porte d'entrée de personnes âgées l'hiver pour qu'ils puissent se rendre à leurs rendez-vous médicaux ou laver des vitres de commerce dans une rue pour rendre la communauté plus belle, etc., etc. Puis, c'est tout un modèle avec des intervenants sociaux parce que les jeunes ne viennent pas pour parler avec un intervenant, ils viennent pour les sous, hein, qu'ils vont faire dans cette journée. Mais là, tranquillement, on commence à les connaître. « Oh boy, tu as des problèmes de dépendance, pas facile. Ben, je connais peut-être une ressource, tu as vécu des traumas dans ta vie. Je connais la travailleuse sociale, je connais la ressource d'orientation, si tu veux revenir peut-être sur le marché du travail, etc. » Donc, c'est vraiment des modèles intégrés dans des lieux non menaçants. Là, je vais revenir en santé plus standard, je vais dire, mais il n'y a rien de standard. La pédiatrie sociale, vous avez tous entendu parler de ça. Docteur Julien, toutes les cliniques se sont installées dans la communauté, qui font des arts avec les enfants de la musique, qui font des repas communautaires. Donc, les familles viennent. C'est des familles qui ne viendraient pas d'habitude vers les services parce qu'ils ont peur, en quelque part, de consulter les services publics. Mais ils se sentent accueillis dans un endroit non menaçant, autour d'un repas, ils jasent avec d'autres parents, leurs enfants font des activités.
Et on peut intégrer toutes sortes d'actes médicaux, non médicaux autour de ce type de modèle. Les aires ouvertes qui sont en déploiement au Québec présentement, qui sont vraiment au niveau de la santé mentale des jeunes, encore une fois dans la communauté, où tous les services viennent dans le lieu, au lieu que les jeunes aillent vers les services cognés sur toutes les portes pour essayer de les recevoir. Puis, si on sort de la jeunesse, vous allez comprendre que c'est mon domaine probablement de prédilection, mais il y a d'autres clientèles aussi. On doit penser à nos soins à domicile au Québec. Il y a des personnes qui sont incapables de venir vers les services. Il faut être capable d'amener les services vers les gens et voir comment on peut travailler en interdisciplinarité autour de ces besoins-là. Donc, je pense que les ingrédients sont tous les mêmes. Hein? C'est aller vers les gens. Le docteur Breton parlait tantôt de démarchage, de reaching out, mais c'est pas en restant dans nos bureaux, dans nos tours d'ivoire qu'on va y arriver, là. Ces populations-là, c'est les gens les plus malades, puis c'est ceux qui accèdent le moins aux services, puis ça exige un travail pas seulement interdisciplinaire, mais intersectoriel aussi. Parce que tout le monde a un rôle à jouer, même les municipalités, les autres secteurs de gouvernement, l'éducation, dans le cas des enfants, etc., etc.